Bonjour à toutes et à tous. Donc, avec Thibaut, on va vous faire une présentation du projet Interfac TSA, qui est un projet qui concerne les étudiants qui présentent des troubles du spectre de l'autisme. Et l'objectif du projet, c'était de les aider pour interagir plus facilement. Donc le projet était porté par Carole Etienne, qui est partie à la retraite au mois de décembre. C'est pour ça que je prends la parole à sa place aujourd'hui. Mais clairement, sur l'ensemble de la première partie de ce projet-là, c'est elle qui a tout œuvré aux côtés de Thibaut Chaubriard dans le début de ce projet. Donc l'équipe de ce projet était constituée à la fois donc, de 3 collègues universitaires avec l'Université de Lorraine, une équipe conseil avec notamment les 2 chargés de mission handicap de l'Université catholique de Lyon et de l'ENS de Lyon, la médecin directrice de service de santé d'étudiants de l'ENS de Lyon, et moi aux côtés du laboratoire, et ainsi qu'une équipe pédagogique avec la collaboration de Camille Marty de l'Université de Lorraine pour la réalisation des ressources qu'on va vous présenter brièvement. L'objectif de ce projet, c'était donc d'aider les étudiants atteints de troubles du spectre autistique à interagir plus facilement au quotidien, à l'université et dans leur vie d'étudiant. Donc, un deuxième objectif, c'était de créer un module, de formation pour mieux comprendre leurs difficultés. Et ce sera aussi, on a commencé, mais il faut encore qu'on développe un peu plus ces actions-là, sensibiliser le grand public en évitant l'écueil de la stigmatisation. Donc on a fait ce projet-là en partenariat avec un réseau mobilisé autour des troubles du spectre de l'autisme, et donc notamment avec les missions handicap des 2 universités mentionnées. Donc dans les différentes réalisations qu'on a produites depuis un peu plus d'1 an et demi, c'est notamment une première enquête en ligne qui a été soumise à différents publics étudiants, et on a obtenu plus de 200 réponses. Il y a eu une partie qualitative de cette enquête qui est sous forme de paroles des répondants à l'enquête, qu'on va valoriser aussi dans un article, dans une publication des résultats à l'issue de l'enquête qui n'est pas encore publique. Et la partie quantitative, où j'ai mis juste un exemple d'un des résultats quantitatifs, mais voilà, on a une série de réponses qu'on peut explorer et que de la même manière on valorisera dans une publication des résultats de l'enquête. Donc ça, c'était la première partie de la réalisation qui a été faite. Une deuxième, c'était de créer des ressources pour les étudiants TSA et à venir des modules de sensibilisation. Donc ces ressources-là, elles ont été créées à partir des résultats de nos recherches en interaction au laboratoire ICAR, mais aussi à partir des difficultés relevées par les étudiants présentant des troubles du spectre autistique, et des contenus qu'on avait du coup recueillis à partir de l'enquête, et l'ensemble à partir de situations réelles d'interaction qui sont ni jouées ni sollicitées dans différents contextes. Donc l'idée de ces différentes ressources vidéo et didactisées sont structurées en tout cas en différentes rubriques. Donc à la fois avec les étapes clés dans des conversations du quotidien, en décrivant les structures de ces interactions, les routines possibles. L'idée, c'était d'expliciter aussi les fonctions qui sont recherchées et les procédés qui sont mis en place dans ces interactions, donc d'expliciter un peu ces fonctions-là en regardant des courtes vidéos, rendre compte de la variation possible selon les contextes d'interaction, avec des exemples et des contextes variés et concrets. On précisait aussi les attendus et les alternatives lorsqu'il se passe quelque chose dans une mini-séquence d'interaction, comment ça aurait pu se passer autrement, comment la personne atteinte d'un trouble de spectre autistique peut réagir autrement, les alternatives possibles, et bien sûr prendre en compte l'ensemble des ressources multimodales, la multimodalité dans l'interaction, pas seulement l'interaction verbale, mais les postures, les regards qui peuvent se jouer dans la situation. Ça donne lieu à un site de présentation de ces ressources, où vous avez le lien et quelques captures d'écran qui reprennent la structuration du site, avec les différentes rubriques et les contextes interactionnels dans lesquels on a mis des séquences vidéo courtes tirées à partir de nos corpus oraux au laboratoire ICAR, et qu'on a didactisé
avec les différentes actions possibles dans cette mini-interaction. Donc interagir au téléphone, comment ça se passe, il faut prendre rendez-vous, il faut inviter, on peut faire des réclamations. Donc voilà, des mini-séquences de ce type-là pour que les étudiants puissent les visionner dans toute autonomie et pouvoir se l'approprier, comment s'est passée cette interaction et comment eux-mêmes pourraient interagir, réagir s'ils devaient prendre un rendez-vous par téléphone. Et puis la carte que vous avez à droite, c'est une sorte de carte mentale dynamique, c'est-à-dire que les petites mains et les petites ampoules, c'est cliquable, c'est interactif et ça ramène à des ressources didactisées pour accompagner les étudiants dans leur vie au quotidien et à l'université. Et donc, je crois que c'était ma dernière diapo, tout ce travail-là a été fait en collaboration, comme on l'a dit, avec les chargés de mission handicap de l'UCLI et de l'ENS de Lyon. Et aujourd'hui, on voulait aussi rendre compte de ce retour d'expérience avec Thibaut, avec son partenariat dans ce projet-là, comment il a travaillé aux côtés de Carole Etienne pour mettre en place, enfin créer ces différentes ressources, et voilà, les interactions qu'il y a pu avoir entre eux pour arriver à ces premiers résultats. Il reste encore d'autres éléments de diffusion à faire. Je te laisse la parole pour la suite de l'expérience. Merci, je ne sais pas si je le laisse comme ça. Peut-être affirmer d'abord la modestie de ma contribution. D'ailleurs, j'étais pas le seul, il y avait Angélique qui représentait la mission handicap de l'UCLI. Et peut-être par rapport aux deux précédentes présentations où il y avait vraiment un lien extrêmement fort, extrêmement lié, c'était un peu plus sporadique, je pense. Et je suis intervenu sur la sollicitation des chercheurs. Je me suis beaucoup retrouvé dans l'intervention de APEDA, c'est APEDA 10, sur le rôle en fait. Le rôle c'est quoi quand on est un acteur et qu'on est sur le terrain? C'est de faciliter l'accès au terrain. Donc ça veut dire que quand vous voulez faire une enquête, c'est mieux d'avoir des portes d'entrée. Donc moi je travaille avec les étudiants, bon voilà, c'est facilitant. Donc il y a toute une dimension assez pratico-pratique d'efficacité. J'en viens tout de suite à la fin de l'histoire, c'est qu'il y a des ressources qui sont intéressantes. La question c'est comment ensuite on les diffuse. Et ça c'est un enjeu qui est encore tout à fait actuel. C'est-à-dire que par exemple, il y a une association des référents handicap des universités qui s'appelle APACH, qui regroupe un très grand nombre d'universités en France. Par exemple, comment à un moment on va pouvoir transmettre ces ressources-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est à venir, en fait. Voilà. Donc à la fois faciliter l'accès au terrain, et puis à un moment, à la diffusion. Mais je pense que ça reprend des choses qui ont déjà été dites sur le rôle, entre guillemets, des acteurs terrain. Voilà. J'en ajoute un autre. Alors je vais essayer de le rendre explicite. C'est que quand on m'a sollicité, donc moi je suis chargé de mission handicap, donc si à un moment, il y a des choses où les gens ne sont pas contents, c'est quand même vers moi qu'ils vont se tourner. Ou alors ils vont se tourner vers l'administration qui va se tourner vers moi. Donc en fait, quand il y a un projet comme ça qui arrive, sur la question des troubles du spectre de l'autisme, je m'interroge sur le sens même du travail à mener. C'est-à-dire faciliter, interagir avec les étudiants autistes. Est-ce qu'il y a un risque ou pas qu'on essaye d'apprendre aux personnes à singer les codes sociaux qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles y passent encore plus d'énergie alors qu'on n'aurait pas le risque de favoriser le masquage, qui est une stratégie qui peut être efficace mais qui est extrêmement coûteuse et qui parfois aboutit à des problèmes délétères en termes de santé mentale. Alors ça, c'est un deuxième rôle qui me semble avoir été le plus important en fait. C'est-à-dire, j'ai joué le rôle du pénible. Le pénible, c'est celui qui dit, quand le chercheur me disait « Ouais, mais je suis pas sûr que... Ouais, mais est-ce que tu penses pas que... » Parce que je voulais donner un exemple. Voilà. Et le rôle du pénible, c'est aussi de permettre à d'autres d'être pénibles. Donc, à l'ENS de Lyon, il y a une association étudiante qui s'appelle Présence, dont l'objet est de favoriser le bien-être étudiant. Pour un nombre important des personnes qui font partie de l'association, il y a cette question des troubles du neurodéveloppement, qui eux-mêmes les concernent et qui font sans doute la qualité de ce qu'ils proposent. Alors, je donne un exemple tout bête, mais ils ont créé un livret d'accueil où ils explicitent énormément de choses qui sont tout à fait implicites quand on arrive à l'ENS de Lyon. Donc, être pénible et permettre à d'autres de l'être aussi. Donc, en fait, ça a les vertus que ça amène de la pondération sans doute au niveau du projet initial. Et peut-être, mais Carole n'est pas là pour le confirmer, donc
personne ne pourra dire que je dis n'importe quoi. Mais quand même, peut-être oui, si, Angélique, peut-être une réorientation un tout petit peu de l'objet de recherche même. C'est ça que je voulais dire, en fait. Et j'ai trouvé que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, c'est-à-dire qu'on m'a permis d'être pénible, et on m'a permis aussi de faire venir des gens pénibles. Et je pense que s'il n'y a pas ça, le risque, c'est quand même des recherches qui, après, tournent un peu sur elles-mêmes, et qui, quelque part, n'aboutissent pas. N'aboutissent pas au sens de ce qui a été évoqué précédemment. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des objets. Maintenant, c'est encore mieux quand ils amènent quelque chose. Voilà. C'est pénible, cette série, on est d'accord. Et pas que moi. Je sais pas si on attend qu'elle s'arrête, parce que ça a l'air de tourner. C'est quoi? Ah, efficace, c'est pour ça qu'on est rentré par ailleurs. D'accord. Bon, bah c'est efficace. Voilà, est-ce que je voulais ajouter d'autres choses? Ça va être un petit peu vite pénible, en tout cas pour moi. Ouais, très efficace. Non, je crois que c'est... Voilà, en résumé, la question de l'accès au terrain, ça il a déjà été dit, la question de la promotion des ressources créées, et puis je pense quand même cette dimension que je vais qualifier d'éthique, en fait. Et en participant, on est les représentants des personnes avec lesquelles on travaille. On peut être considéré à titre personnel, c'est une autre dimension, mais quand on travaille, on est aussi porteur de... Voilà. Peut-être une dernière chose, si j'arrive quand même à le dire, à me concentrer. Mais ça a pu être aussi amener quelques exemples extrêmement individuels qui ne sont pas généralisables et qui ont pu aider à penser. Donc je donne juste la situation. Un étudiant avec lequel je travaillais quand il était étudiant, qui a été ensuite doctorant, parce que je travaille aussi avec les personnels, et pour lequel il y a eu des questions de santé mentale extrêmement fortes, liées à une surcompensation extrême. Après que ces questions de santé mentale aient été accompagnées, on est revenu sur qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre. Et on avait pu contractualiser avec ces encadrants de thèse que chaque fois qu'il y avait une scorie sociale, c'était l'occasion d'un apprentissage. Bon, c'est un peu verbeux ce que je dis, mais chaque fois qu'il y avait quelque chose qui sortait de ce qu'on peut attendre dans les micro-codes sociaux, à chaque fois qu'en fait, on entendait un interlocuteur, on disait « Oh là là, qu'est-ce qu'il dit? Waouh, il fait quoi là ?» Je vous donne un exemple, hein, mais là, par exemple, on est dans un cadre où vous allez pouvoir poser des questions. On va vous dire, allez-y, posez des questions. En cours, on va vous dire, si vous ne comprenez pas, posez des questions. Ce qu'on ne va pas vous dire, mais qui est tout aussi vrai, c'est que vous pouvez poser une question ou deux, mais pas 12. D'accord? Parce que s'il y en a un ou une qui commence à poser 12 questions, là, on va la regarder sévèrement. En plus, vous avez faim, ça va être encore plus dur. Donc, c'était de cet ordre-là ce qu'on avait pu contractualiser. Et ça, c'est formidable, quoi. C'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau de confiance et d'expression des besoins, c'est-à-dire que l'environnement peut vraiment se faire accompagner. Et encore une fois, pas pour contraindre la personne à respecter les codes sociaux. C'est pas ça l'enjeu. C'est simplement de lui expliquer. Après, libre à elle de vouloir en assimiler encore, parce qu'elle en a déjà assimilé quand même plein. Mais il n'y a pas de question autre que simplement expliciter. Il n'y a pas d'attente à ce qu'ensuite la personne corresponde. C'est ça que je trouvais, sur le plan éthique, extrêmement important d'apporter. Et je pense que c'est peut-être l'apport qu'il y a pu avoir à cet endroit-là. Voilà. Et pour compléter, je pense terminer, mais ça rejoint ce que dit Thibaut sur ce côté aussi dans la collaboration, et c'est ce qu'a fait Carole Etienne et Virginie André dans l'ensemble de leur présentation depuis ces derniers mois. Les premiers résultats, des premières ressources, c'est cette vigilance aussi, c'est une collaboration en recherche et terrain, enfin voilà, structure mission handicap des universités, mais c'est avec toujours cette précaution dans leur discours aussi, voilà, c'est une proposition, et après il faut que les personnes qui sont intéressées par ces ressources s'en emparent, et avec cette réflexion d'avoir co-construit ces différentes ressources à l'aide et avec l'aide des missions handicap des étudiants atteints de troubles autistiques aussi, et que voilà, c'est pas juste faire, nous, du côté labo, une recherche décorrélée des besoins terrain, des besoins en application, et c'était ça qui était aussi, pour nous, qui a fonctionné, c'est qu'il y a eu cet ajustement de la part des chercheurs aussi, dans la production, dans les discours produits, dans les présentations de ces différentes ressources, donc on va continuer dans ce sens-là, et l'idée c'est qu'on va essayer de valoriser ces ressources et de trouver, comme dit Thibaut aussi, communiquer dessus, sensibiliser, faire des modèles de formation, c'est pour ça qu'on le présente aussi aujourd'hui à l'ensemble du public, si ça interpelle certaines d'entre vous, pour la suite du développement et de la diffusion de ces résultats. Merci, on est disponible pour des questions. Pardon,